Et j'ai le plaisir d'être là. Merci beaucoup pour votre invitation, pour votre présence. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être ici. Merci aux organisateurs de cette journée d'études, donc Barbara Forrest, Thérèse Wheeler et Fabrice Fleutes, de m'avoir convié à présenter donc une partie de mes recherches autour des artistes américaines, Joanna Wendt et Dame Darcy, dont les œuvres évoluent au sein des scènes bruitistes et punk des États-Unis des années 70, 80 et 90. Les performances chaotiques donc, de Joanna Wendt rejoignent à cet égard les rangs des musiques industrielles, en figurant dans le manuel de la culture industrielle en 1983, aux côtés notamment des groupes donc SPK, Cabaret Voltaire, ou encore des membres anglais de Throbbing Gristle, qui avait déjà donné un nom au style industriel à travers le slogan « Industrial Music for Industrial People », formulé par le performeur américain Monte Casasa, dès 1977. Les expérimentations sonores déployées par les principaux acteurs du mouvement, donc élaboration de synthétiseurs, manipulation et transformation de sons enregistrés issus de bandes audio recyclées ou conçus par les artistes, trouvent quelques points communs avec la façon dont Joanna Wendt recycle sur scène des objets trouvés et crée ses costumes pour concevoir un monde onirique composé de sons stridents et de personnages inventés. Donc, tout comme le groupe américain Suck Dog, notamment, sème la confusion avec Dame Darcy dans des performances subversives dont le projet se résume davantage à une catharsis par le non-sens et le grotesque qu'à une déconstruction des sociétés de contrôle pensées par les premiers collectifs de musique industrielle qui se plaçaient eux-mêmes dans les théories de William Burroughs et de toute la contre-culture américaine de cette époque-là, avec notamment sa révolution électronique. Joanna Wendt et Dame Darcy reconduisent cependant aussi les problématiques féministes de certaines performeuses industrielles radicales à travers des œuvres qui, nous le verrons, adaptent certains aspects des écrits de Lewis Carroll dans des pratiques artistiques croisées, la performance, la musique, le cinéma et le dessin, que ces artistes tentent de renouveler en prenant leur source dans les utopies modernistes de la première partie du XXe siècle, le surréalisme en particulier. Après avoir présenté plusieurs performances en compagnie de Tom Meurine dès le milieu des années 70, avec les groupes de théâtre d'improvisation Paratroupe ou encore World's Greatest Theatre Company, Joanna Wendt s'installe à Los Angeles en 1977, où elle est rapidement identifiée par la scène punk du centre-ville. Ces spectacles se situent au croisement de diverses pratiques artistiques et attirent, dès la fin des années 70, un public tout aussi varié, issu aussi bien du monde de l'art et de la mode que de celui du punk, lorsqu'elle se produit dans des clubs alternatifs comme le Hong Kong Café. Ces performances chaotiques sont composées de chants et de cris indiscernables, de musique improvisée, de transformations vestimentaires aléatoires, à partir de costumes fabriqués dans des matériaux recyclés, tout comme les parties d'animaux qui occupent la scène et les accessoires souvent détruits. Les costumes de Joanna Wendt comprennent un vaste éventail d'éléments bricolés quelques heures avant chaque spectacle. La plupart sont fabriqués à partir de détritus trouvés dans la rue, des poupées gonflables, des sextoys récupérés dans des bennes à ordures, des rouleaux de plastique et de tissu, du carton, des collants rembourrés, ou encore des poupées et des peluches cousues sur des tabliers ou des ponchos rudimentaires qui transforment le corps de Joanna Wendt lorsqu'elle passe d'un personnage à un autre au milieu d'entrailles récupérées le matin même au marché local. En interagissant avec ces objets inanimés, Wendt canalise quelque chose qui n'existe pas dans l'expérience ordinaire et qui ne se prête peut-être pas à une pensée critique cohérente, tout comme Lewis Carroll semet la confusion chez les lecteurs d'Alice au Pays des Merveilles. Selon Wendt, donc je la cite, « Souvent les costumes deviennent des personnages. Les costumes sont très vivants pour moi. Au milieu d'un spectacle, j'ai toujours l'impression que tel accessoire ou tel objet veut vraiment être vu. J'ai l'impression que je ne suis pas seul sur scène, qu'ils font autant partie du spectacle que moi. » Donc certains des accessoires de Joanna Wendt sur scène expulsent du faux sang à partir de membres amputés composés de boyaux de saucisses et de farine d'avoine notamment. Si ces performances mettent en scène une esthétique macabre, Joanna Wendt intègre aussi à ses actions l'humour par le grotesque lorsqu'elle jette des tampons usagés géants sur le public tout en dansant et en se tordant avec des mannequins empaillés
dans sa performance qui s'intitule Boxing Knife de 1984 et dont on va voir un court extrait. Knife Boxing, donc, composé de personnages en gergel, vous pouvez voir sur donc, la gauche de la scène, sans tête et doté d'organes génitaux, qui parodie les sculptures en bronze que Robert Graham avait réalisées pour décorer les stades officiels de Los Angeles à l'occasion des Jeux Olympiques d'été de 1984. Donc, dans cette performance, un vagin disproportionné permet à Joanna Wendt d'extraire des tampons géants usagés qu'elle lance sur le public à la fois médusé et amusé. Les provocations de l'artiste testent ici les seuils de tolérance affective de l'individu face à des situations irrationnelles, voire insoutenables, à travers des éléments gore montrés sur scène, et les cris et les gesticulations de Joanna Wendt sur fond de boucles électroniques stridentes, de sons de saxo et de percussions produites par d'autres objets trouvés. D'après l'artiste, je la cite là à nouveau, « Mon idée est de créer une performance qui a une qualité onirique. Je veux faire vivre au spectateur une expérience personnelle, souvent les images sortent de moi et je ne sais pas de quoi il s'agit sur le moment. Ce n'est jamais rationnel. » Fin de citation. Cette expérience se manifeste également dans le champ de la vidéo, avec la performance que Joanna Wendt réalise pour le clip de Shirley Clarke, The Box, dont voici là encore un court extrait. Yeah!
Donc les performances de Wendt n'ont, selon elle, aucune signification, hormis celle que le spectateur se fait à partir d'un monde composé de bruit et de créatures créant un pont, je la cite, spectaculaire sur le plan inconscient entre le langage et la compréhension, dans l'entretien qu'elle donne à Zoa van Beurden pour son ouvrage Women of the Underground Art. Le théâtre de l'absurde, les accessoires grotesques et démesurés, un jeu de dés géant, des organes génitaux gigantesques animés, et la cacophonie visuelle du monde rêvé par Johanna Wendt, que l'on surnomme rapidement la hyène de la performance en raison de son premier album Iéna, dont le photomontage de la pochette rappelle celui de la photographe italienne Wanda Wutz au début des années 30, sont donc autant d'éléments pouvant faire penser aux environnements de Lewis Carroll, qui attachait lui-même une importance particulière aux animaux dans ses récits, animaux qui pouvaient aussi se référer à des personnes humaines et réelles. Une comparaison qui se limite cependant au contexte différent dans lequel évolue Johanna Wendt, puisque son humour grinçant et ses trans brutistes s'orientent davantage vers une libération des mœurs relative au féminisme radical des années 70 et 80. L'usage, par exemple, de tampons usagés, même fictifs, renvoie à ceux bien réels cette fois-ci que Judy Chicago et Josefany Tutti avaient déjà utilisés dans leurs propres œuvres pour démystifier une partie de l'expérience de la vie des femmes, souvent réprimée. En 1983, Josefany Tutti, qui avait déjà infiltré l'industrie du sexe pour subvertir le regard masculin à travers ses activités de mannequin et d'actrice pornographique, affirme que, je la cite, c'est un tabou de montrer ou même d'admettre que n'importe quelle femme utilisait un tampon ou même allait aux toilettes. Si son œuvre constitue un modèle pour une nouvelle génération de musiciennes au cours des années 80, dans la façon dont elle confronte à leur tour les hommes à une violence exacerbée, employée habituellement sur scène par les groupes masculins, Johanna Wendt affronte, quant à elle, volontairement l'ambiance machiste entretenue par le public, notamment lorsqu'elle joue en première partie de concerts punk comme les Black Flag, les Germs ou encore Fear. Le performeur américain Ron Até se rappelle, je le cite, comment Wendt a créé un impact viscéral sur un public punk, généralement macho, en commençant par un choc et en évoluant rapidement vers des combinaisons comiques et rituelles entre le son, la performance et l'utilisation inventive de matériaux trouvés. Wendt évitait les moments calmes jusqu'à la fin de sa performance. Donc les actions de Johanna Wendt constituent à leur tour une tradition performative qui sera prolongée par le projet Suck Dog de Lisa Carver, figure emblématique de la scène underground américaine qui sera rejointe dès le début des années 90 par l'illustratrice et actrice Dan Darcy, dont le parcours initial dans les domaines du cinéma et du dessin témoignait déjà d'une grande influence, là encore, de l'œuvre de Lewis Carroll. Les performances de Lisa Carver traitent du problème de la misogynie par l'emploi singulier d'une féminité qui s'infiltre dans des performances, là encore chaotiques, mais qui se manifestent notamment à travers les opéras pornosociaux conçus avec le français Jean-Louis Coste dès 1988 et dont les décors sont conçus à l'époque par l'artiste française Anne van der Linden. Contrairement à certains groupes de l'époque, qui refusent la participation de musiciennes au sein de leur projet, les actions de Carver intègrent de nombreuses intervenantes dans son propre projet Suck Dog. Je la cite. « J'ai essayé d'imaginer deux hommes en train de faire ce genre de musique. Je pense que cela aurait été impossible. Suck Dog devait être une femme. J'ai collaboré avec certains hommes que j'admirais, mais Suck Dog, sa création, son esprit était entièrement féminin. Bien sûr, nous n'étions pas féminines au sens traditionnel du terme, douce, attentive ou délicate, les caractéristiques extérieures perçues par les hommes. Nous étions féminines de l'intérieur à partir de ce que nous étions. Nous vivions dans une société patriarcale, donc lorsque nous affirmions nos croyances, notre existence sans filtre et sans contexte, cela semblait inhabituel. Ça ne semblait pas valide, nous n'avons pas essayé de l'être dans un monde masculin, nous n'avions aucun intérêt à suivre un modèle prédéfini. » Fin de citation. Il ne s'agit pas, ici pour Carver, de reproduire les mêmes schémas musicaux et performatifs établis depuis les années 60 par des artistes hommes, mais de proposer une alternative, un espace créatif, pour les femmes dans l'expérimentation sonore et visuelle. La violence employée dans les performances de Carver sert à la fois de catharsis et de résistance face à une hypocrisie généralisée. Toujours selon elle, nous nous battions toutes
contre l'hypocrisie à notre manière. Il s'agissait de prendre la pire figure, l'épouvantail, un meurtrier par exemple, qu'on incarnait sur scène. Personne ne veut se comparer à ce type de profil. Notre économie est pourtant construite sur une forme d'esclavage, d'enlèvement et de torture au travail, sans même parler de la façon dont les femmes sont traitées. En incarnant le rôle du méchant dans nos performances ou dans nos paroles, nous tenions un miroir. Donc les performances de Suck Dog invitent, ce qui constitue un trésor de signifiants assez particulier, vous l'aurez compris, invite les femmes à prendre possession de la scène à travers des interventions désordonnées et dynamiques, notamment lorsque la dessinatrice et actrice américaine Dame Darcy rejoint le groupe pour la tournée Freak Show de 1992, comme peut en témoigner la couverture du numéro 9 du zine édité par Lisa Carver, Roller Derby. Le critique Dave McCurgan avait assisté à la performance de Philadelphie en présence de Darcy. Il écrit « Les filles chantaient une chanson qui contenait le refrain « Si tu m'aimes, pourquoi ne pas me baiser tout de suite ?» Darcy et Lisa se jetaient ensuite sur tous les hommes en vue. C'était incroyable de voir un groupe d'hommes voyeuristes se transformer en mauviettes qui ne pouvaient pas supporter les assauts d'une femme. Avec ce renversement des rôles sexuels qui se déroulait sous mes yeux, j'ai soudainement eu un aperçu de ce que pouvait être le quotidien d'une femme dans une société agressive dominée par les hommes, forcée à se livrer à des actes sexuels ou à faire des efforts dans la façon de s'habiller pour sortir. Ces actions, donc avec Suck Dog, s'insurgent contre le statu quo entretenu par le modèle patriarcal contemporain et constituent une dissidence qui trouve au même moment un écho dans le parcours de Dame Darcy, qui s'approprie l'héritage de Lewis Carroll dans un univers surréaliste sombre, empreint d'une conscience féministe précoce. Et je cite Dame Darcy qui dit qu'à l'âge de 9 ans, j'ai reçu un livre regroupant toutes les œuvres complètes de Lewis Carroll, Alice de l'autre côté du miroir, les aventures d'Alice au pays des merveilles, tous les poèmes et les chansons, ainsi qu'une anthologie des différents illustrateurs et des photos de la véritable Alice. Le fait de lire ces œuvres plusieurs fois et de redessiner les images pour étudier un style fantaisiste a eu un impact sur mes illustrations pour toute une vie et m'a montré comment m'inspirer des rêves et du surréalisme pour créer mes propres œuvres. Ce livre et la série du Magicien d'Oz au début des années 1900 ont éveillé mon cerveau en développement qui était désormais capable de puiser dans mon subconscient à tout moment afin de le reproduire dans le champ de l'écriture et de l'illustration. Fin de citation. Bien qu'elle soit surtout connue pour la série de bande dessinée néo-victorienne Meat Cake, Dame Darcy a également investi les domaines de la musique, du cabaret, de la sorcellerie et du cinéma. Elle suit les cours du réalisateur américain George Kuchar lors de ses études au San Francisco Art Institute au début des années 90 et commence à créer ses propres films à ce moment-là. Darcy intervient aussi en tant qu'actrice dans les films expérimentaux de ses proches. On peut citer par exemple Risque Rêverie de Stephen Fried en 1996 ou encore Rest in Peace de Rachel Amodeo en 1991, dont l'affiche, conçue par Dame Darcy, témoigne bien de pratiques artistiques variées qui investissent à la fois les domaines du graphisme, de la bande dessinée, de la photographie et du cinéma. Elle est aussi au centre du court-métrage Empire of Ache, donc l'Empire de la douleur, pensé par la musicienne et réalisatrice Lisa Hammer, qui joue à l'époque dans ses groupes Requiem in White, puis Mors Syphilitica. Un film muet largement influencé par l'univers de Maya Deren et par le cinéma expressionniste allemand des années 20, et dont le synopsis révèle l'empreinte évidente des aventures d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Appréciez les dessous de Dame Darcy et buvez l'élixir de la création cinématographique underground. Dame Darcy incarne donc dans ce court-métrage, qui fait 9 minutes, le personnage de Clara One Arm, une jeune femme enfermée dans sa chambre et tourmentée par un trio de marionnettes, un fantôme de son passé et une infirmière équipée d'une aiguille monstrueuse. Après avoir nargué le trio de marionnettes, Clara est confrontée à un spectre qui lui parle des créatures qu'elle distingue depuis sa fenêtre. Elle lui dit, par des systèmes d'intertitres donc, « J'avais l'habitude de faire appel à leurs âmes, mais ils sont désormais écorchés vifs en tout point. » On apprendra dans le générique qu'il s'agit de son propre fantôme. Clara est ici prise dans léger doute face à ce personnage intrigant qui lui parle d'une sombre histoire de vaccin et de daltonisme, ce qui a tendance à terroriser Clara, surtout lors de l'arrivée d'une infirmière un peu étrange
sortant tout droit de la salle des chaudières. Clara tente de s'enfuir, mais n'échappe pas à la piqûre de l'infirmière. Elle se réveille dans un état second, dans sa chambre, au sein de laquelle elle découvre sous une cloche un repas là encore un peu particulier, puisqu'un petit morceau de viande s'anime pour lui apprendre que ses yeux ombragés semblent être marqués par la fièvre et que l'endroit dans lequel elle se trouve ne fait qu'aggraver son mal-être psychique et physique. Le petit morceau de viande lui propose ainsi de s'échapper par une porte qui semble être dessinée au mur pour ne plus croiser le chemin de l'infirmière et des 3 créatures qui la tourmentent. Une porte minuscule qui rappelle celle que Lewis Carroll dépeint dans Alice. Mais un nouveau personnage sort de cette porte pour faire apparaître des musiciens farfelus et franchement inquiétants qui réussissent tant bien que mal à faire danser Clara. Ce même groupe va l'aider à s'échapper définitivement de sa chambre lorsque l'infirmière fait une nouvelle apparition pour se faire attaquer par l'un des musiciens, ce qui réjouit l'ensemble des autres personnages pour clore le court-métrage qui est aujourd'hui conservé dans les réserves du Getty grâce au projet Joanie for Jackie, conçu par la cinéaste Miranda July, pour créer un réseau de réalisatrices indépendantes et underground. Avec Empire of Ache, Dame Darcy donc rappelle qu'elle voulait, je la cite, créer un rêve avec Lisa Hammer, un lieu cauchemardesque fait de fantaisie. Un endroit où la jeune fille torturée explorait le monde des drogues après avoir été tourmentée par des marionnettes et après avoir reçu une injection de poison par une infirmière psychotique. Grâce à ses amis et à la vie créative qu'elle menait dans ce monde imaginaire, elle a pu s'échapper. Donc les décors qu'on retrouve dans le film, comme le lit en carton peint, mais aussi les costumes et la mise en scène ont été conçus par Lisa Hammer et Dame Darcy avec l'aide du peintre et photographe Rustin Birch pour tourner l'ensemble du film dans l'espace new-yorkais qui s'intitule Le Cabache et dans lequel l'actrice et la réalisatrice ont pu trouver des costumes et des vêtements datant de l'ère victorienne. La création de personnages évoluant au milieu de décors, là encore disproportionnés et dans des situations étranges, renforcées par les sonorités électroniques expérimentales de Lisa et Eric Hammer, crée un monde troublant pour le regardeur qui souhaiterait obtenir la moindre explication tangible. Lorsque le petit bout de viande indique la sortie à Clara, on s'attend à ce qu'elle sorte tout de suite de la salle, mais l'arrivée inattendue d'un nouveau personnage transforme l'état d'esprit de Clara qui passe d'une condition d'angoisse profonde à un état d'euphorie qui rappelle l'attachement que Lewis Carroll portait à la notion d'inversion. Les personnages font en quelque sorte le contraire de ce qu'on attend d'eux, ce qui a tendance à semer une certaine confusion dans le récit, dont la contradiction est ici aggravée par l'altération des drogues administrées par l'infirmière maléfique. L'ensemble de ces éléments trompe les habitudes de la pensée traditionnelle du regardeur, confronté à des scènes où le non-sens prend le dessus, dans des scènes qui seront ensuite dessinées par Dame Darcy. La façon dont elle transcrit par le dessin les différents personnages du film montre combien sa pratique d'illustratrice est importante, et ce depuis le début de sa carrière. Dame Darcy avait en effet déjà créé un surréalisme noir à travers les scènes fantasques et l'esthétique sombre de son comics Meatcake dès le début des années 90. Elle photocopie à cette époque les premiers numéros de Meatcake qu'elle agrafait à la main avant de faire le tour des magasins de BD de San Francisco pour les distribuer sur H Street, tout en placardant des affiches photocopies du comics dans les rues de la ville. Dame Darcy rappelle ses premières motivations pour la création du comics, dont le premier numéro sort officiellement en 1993. Je la cite à nouveau. Elle dit « J'ai appelé mon comics Meatcake parce que la viande et les gâteaux sont les 2 choses les plus décadentes à manger. Je voulais représenter un monde luxueux, si sombre et surréaliste, avec un tel excès qu'il en est malade. Le fait que la plupart des films et des séries télévisées aient pour protagonistes principaux des hommes blancs et hétérosexuels me répugnait et me mettait en colère. Les femmes n'apparaissaient que lorsqu'il s'agissait de les objectiver sexuellement. Quand j'étais enfant, Fifi Brin d'Acier, Alice au Pays des Merveilles et Dorothy du Magicien d'Oz étaient des modèles pour moi. C'était le genre de fantaisie que je voulais créer. Cependant, tous ces personnages étaient des enfants, ce qui en dit long sur la façon dont les femmes sont considérées dans le patriarcat, contrairement aux hommes qui ne sont pas aussi autonomes lorsqu'ils sont enfants, puis le deviennent davantage à l'âge adulte. Les femmes sont plus libres et habilitées à être elles-mêmes quand elles sont enfants, jusqu'à ce qu'elles soient assez âgées pour être des objets sexuels.
Ensuite, il est temps de s'inquiéter de ce que tout le monde pense de nous, de flipper de notre désirabilité et de souffrir de troubles alimentaires. Je voulais que mes personnages de comics représentent des femmes adultes qui soient sexy et qui conservent la fantaisie et la liberté dont Alice, Fifi Brandincier et Dorothy ont pu profiter. J'ai donc créé Meatcake, qui mettait en vedette toutes les filles. Elles ont vécu des vies gays, surréalistes, libres. Pleines de magie et de possibilités, elles représentaient des parties fragmentées de ma personnalité et réunies en un tout. Me sentant comme un monstre toute ma vie, j'étais obsédé par les spectacles de monstres de l'époque victorienne, en particulier par les jumeaux siamois. Fin de citation. On retrouve donc de nombreux personnages différents dans l'univers de Meatcake, dont les jumelles siamoises gothiques Indrance et Perfidia, figure emblématique du comics, mais aussi Fran the Girl, logique, créative et farfelue, qui ressemble à Louise Brooks ou à Josephine Baker. Elle a pour animal de compagnie Scampi the Selfish Shellfish, une crevette surdimensionnée bouillie et décapitée. Le personnage Strega-Pez est le côté de Dame Darcy qui travaille tout le temps et qui enchaîne les petits boulots. Elle est née avec la gorge tranchée et parle à travers des pèses qui lui sortent de la gorge, et non avec des bulles de mots comme le reste des personnages. Wax Wolf est un voyou édouardien et un goujat, qui est aussi un loup-garou fait de poils de loup et de cire. Richard Hurt et lui tentent de s'assassiner mutuellement tout au long des récits de Meatcake, à coups de couteau et de revolver. Enfin, la sirène Effluvia est nommée d'après les déchets qui s'échouent sur la plage. Elle boit beaucoup et ne suit pas forcément ce qu'elle considère comme les règles des terriens. Elle a aussi l'habitude de séduire les marins et de voler leur or pour le rejeter dans l'océan, car elle ne se soucie que de l'océan. Les autres histoires de Meatcake sont de courts mélodrames gothiques sanglants à la Grand Guignol, dans le style des contes de fées du début du siècle, avec des personnages uniques, pouvant faire penser à des Penny Dreadful, donc ces petits livres publiés sur du papier de qualité médiocre, semblables au Pulp Magazine, et qui étaient populaires au Royaume-Uni au XIXe. L'univers de Dame Darcy apparaît également sur les pochettes de disques de groupes alternatifs. On peut citer par exemple The Hack Club, Cul-de-sac et Phallocratie, ainsi que sur les productions de ses propres projets musicaux, folk et expérimentaux, qui témoignent là encore d'un intérêt pour des pratiques pluridisciplinaires offrant à l'artiste autant de supports différents pour explorer les mondes parallèles qu'elle construit en partie en hommage à Lewis Carroll. Donc cette influence de Lewis Carroll dans l'ensemble du parcours de Dame Darcy est d'autant plus évidente avec le temps, notamment lorsqu'elle adapte les aventures d'Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir, dans la bande dessinée qu'elle publie pour le 2e volume de la trilogie The Graphic Canon, qui réunit de nombreuses adaptations de grands classiques de la littérature internationale, composées par des dessinateurs réputés. Une référence pour Dame Darcy qui s'amplifie progressivement, donc, tout comme son engagement féministe qui la pousse à représenter Trump sur le bûcher, peu de temps avant son élection, à coup de provocation médiatique, déclarations racistes et misogynes, d'où le titre « Grab 'em by the Pussy ». Dame Darcy, tout comme Joanna Wren dans le champ de la performance, dépeint ici les aspects les plus sombres de la société patriarcale américaine après avoir créé des mondes oniriques destinés à réenchanter le réel. Un réenchantement par la construction de réalités parallèles constituées de personnages loufoques et de situations étranges, altérées par les reproductions photocopiées de Dame Darcy et par les comportements subversifs et incohérents à dessein de Joanna Wren sur scène qui ont jusqu'à présent évolué en marge de l'histoire de l'art officielle des années 70, 80 et 90. Autant de pistes qui aident à réfléchir à des créations contemporaines qui présentent l'envers des promesses idylliques de la société américaine en s'appropriant certains codes que Lewis Carroll avait conçus plus d'1 siècle auparavant. Merci. Oui, bonjour, j'avais une question à vous poser par rapport au contexte de Los Angeles de ces années-là et voir quels étaient les liens en fait de Joanna Wendt et Dame Darcy avec Marnie Weber et avec aussi Jim Cho et Mike Kelley et Paul McCarthy, dont on retrouve en fait toute une dimension très critique de la société américaine. Et il n'y a qu'à Los Angeles, vraiment,
qu'on a, voilà, ces exemples-là. Merci pour votre question, très intéressante. C'est vrai que le cas de CalArts est passionnant, étant donné que c'est une école d'art qui est constituée par Walt Disney pour continuer à reproduire les standards des dessins estampillés Disney, et qui est une école prise d'assaut par des figures effectivement emblématiques de la contre-culture américaine de la côte ouest, Paul McCarthy, John Duncan également, et puis Kelly, qui effectivement lui-même a un rapport au son bruitiste avec Destroy All Monsters qui est assez présent dans son parcours, et qui connaît très bien les performances de Joanna Wentz. Ils collaborent pas forcément ensemble, mais ce sont à l'époque des microcosmes alternatifs qui communiquent entre eux à travers aussi des réseaux indépendants qui est constitué par une économie autonome et qui fonctionne notamment par des envois de zines, par voie postale, ou certaines collaborations qui apparaissent sur des compilations à l'époque. Mais j'ai pas trace d'une collaboration directe, en tout cas entre Joanna Wentz et Paul McCarthy, par exemple, ou McKellen, même si effectivement les vidéos de McCarthy sont complètement dans l'esprit des performances chaotiques de Joanna Wentz, qui elle-même construit ses propres décors, ses propres personnages qu'elle détruit, dont elle arrache certaines parties, des sexes également, un petit peu comme dans l'œuvre de Paul McCarthy qui s'oriente vers le gore aussi, lorsqu'il utilise, comme d'ailleurs un petit peu Jean-Louis Coste, des aliments pour l'élaboration de ses performances filmées. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, après, vous pourrez poser d'autres questions un peu plus tard, si vous voulez. Oui, simplement, merci beaucoup pour ta présentation. Peut-être, comme tu as cité Maya Deren, c'est vrai que c'est une cinéaste en fait qu'on n'a pas montrée ici, mais qui a été donc très intéressante, notamment dans le milieu californien aussi, pour les propositions cinématographiques qu'elle avait faites, et puis auparavant avec New York pour ses relations avec Marcel Duchamp, puisque son travail cinématographique en fait évoque effectivement le rêve, l'onirisme et tout ça. Et elle a été une des passeuses du surréalisme aux États-Unis dans ces années-là, et notamment en Californie. Alors, le Hong Kong Café aussi dont tu as parlé, qui était donc dans Chinatown. Alors moi, j'ai pas connu la première version, parce qu'il y a eu 2 versions du Hong Kong Café. Et dans les autres versions des années 90, il y avait la continuité de ces performances très obscènes, on pourrait dire aujourd'hui, de ce travail sur le corps, avec les nervous gender, comme tu as montré, etc. Il y a aussi toute une dimension de remise en cause des identités de genre, déjà dans ces années-là, dans les années 90, et qui interroge, et ça nous a aussi questionné la façon dont Alice aussi traverse ces problèmes d'identité, ces questions d'identité. C'était très, très, très présent au Hong Kong Café, parce que c'était dans les milieux underground où voilà, c'était fréquenté aussi par ce qu'on appelait à l'époque les drag queens et tout ça, et donc tout ce travail sur de traversée de l'identité et tout ça, donc tu as évoqué tout ça. Et je trouve que c'est très intéressant. Et bien sûr, la figure de Maya Deren, qui a été une grande passeuse pour ses images en mouvement tout à fait spectaculaires et étonnantes. Voilà, c'est juste un commentaire. Mais merci beaucoup. Et je me suis demandé si Darcy's, c'était pas un pseudonyme en référence à la grande exposition surréaliste qui était donc au Darcy's Galleries, le 61. Je ne sais pas, mais ça m'a interrogé. Tu me poses une colle, je peux lui demander. L'exposition organisée par Duchamp, mais bon, c'est peut-être pas. Je ne sais pas si c'est c'est une référence directe à l'exposition, en tout cas, mais peut-être un hasard, oui. Merci en tout cas. Mais en tout cas, c'est vrai que la question du genre, on le voit bien avec ce groupe Nervous Gender également, qui apportait toutes ces problématiques aussi dans les sphères punk californiennes de l'époque, pas que, sont aussi très, très importantes. Peut-être pas aussi représentées que les groupes punk qui vont plus tard venir enrichir aussi une industrie musicale. C'est un petit peu le jeu de la scène anglaise avec les Sex Pistols et de Vivienne Westwood et McLaren. Enfin, on connaît toute cette histoire-là. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, qui anticipent le punk, on a une histoire qui est bien plus engagée, qui peut être bien plus donc subversive et contre-culturelle dans la lignée aussi de certains auteurs, notamment David Generation des années 60, qui inspirent ces artistes depuis la côte Est jusqu'à la côte Ouest.